Bonjour à tous, merci d'être venus apprendre un peu plus sur ce quartier de mon enfance. Effectivement, un Bad Funac, désormais, quand vous demandez à un taxi de vous déposer, il ne sait pas où c'est, et si vous demandez à des moins de 20 ans, ils ne savent pas où c'est. Pour resituer du coup le parcours urbain du quartier, je vais remonter jusqu'à Andianapunmern. Nous connaissons tous la construction symbolique que ce souverain a établie des fameuses 12 collines royales. On peut passer déjà sur le slide d'après. Quand il a fait la conquête d'Analamang, il a eu beaucoup de difficultés et il s'est repris à plusieurs fois. Et ce n'est qu'au bout de la... Alors, je m'excuse déjà des approximations que je pourrais faire. Et de toute façon, j'ai Eliane ici qui va, soyez-en sûrs, me reprendre à chaque fois que je dirai une bêtise. Donc, Andianapunmern s'y est pris à plusieurs fois, à maintes reprises, a eu beaucoup de mal à conquérir la colline d'Analamang qu'il convoitait. Et ce n'est qu'au bout de la 4e fois qu'il a réussi à rompre à franchir le royaume. Le royaume d'Analamang est positionné en nid d'aigle sur un monticule, sur ce qu'on appelle le Vuit, en système défensif. Il était protégé par plusieurs accès et il a fallu qu'il établisse une stratégie pour pénétrer cette enceinte par 4 points différents. Et un des points d'accès pour cela, c'était donc la colline le point de Batu Miangar, qu'on va appeler maintenant Ifidiren. Commencer à vous initier aux toponymie. Donc Ifidiren est situé sur la partie nord-ouest, en contemplation de la plaine de Betim Tatach. C'était une position très défensive, une grosse déclivité, et c'est ce point précisément qui empêchait à chaque fois la conquête. Et c'est grâce à la bravoure d'un de ses généraux qui s'appelle Raini Mahai, qui a réussi à percer cette porte, qu'il a pu donc faire la conquête de ce royaume. Tout ça pour me ramener à ce plan qu'il a établi, une fois qu'il a fait cette conquête, d'établir à la manière de la cosmogonie malgache. Il a établi aux 4 coins de son établissement les 4 généraux qui lui ont permis. Et il a établi sur le coin nord-ouest ce clan des Marvatan qui lui a permis donc d'ouvrir cette porte du côté du nord-ouest. Cette pointe à cet instant n'a pas de cité. C'est dominant sur un paysage collinaire qui est en forte déclivité. Et la prochaine position, c'est celle d'un Batunakang. Dans la toponymie, un Batunakang, le Vuit qui n'a que des pintades, donc il y avait très très peu d'habitations. Et il a constitué ainsi une première porte du royaume à cet endroit, très, très difficile d'accès. Il a ensuite constitué donc la première cité. Donc on peut parler d'un urbanisme à la façon d'Andianapunmern, qui est donc orienté en fonction des différents clans qui lui ont permis cette conquête. Et c'est ainsi qu'il va bâtir ensuite cité. À la fin de son royaume, à la fin de son règne, pardon. Je vous présente ici ce plan que j'aime beaucoup, qui est un dessin, une reconstitution de Manto, à qui je fais un clin d'œil aussi à l'occasion de cette conférence, qui a essayé de reconstituer les points principaux qui constituaient cette ville établie, où vous pouvez identifier, donc c'est écrit Palace, c'est l'endroit du Rouvain, qui est sur le sommet, et la ville. On peut parler d'une cité désormais qui commence à s'étaler donc, sur ce territoire. Et dans les documents de Nativelle, vous pouvez retrouver également un début de venelle et de distribution, toujours avec la centralité du Rouv, et qui délimite ce royaume avec un
un certain nombre de portes. Donc on parle des 7 portes, mais 7 étant un chiffre symbolique. Et la porte qui nous intéresse, donc c'est celle qui est tout en haut, qui est vers le nord-ouest, qui est la porte de Ifidiran. Et là, je passe la parole à Eliante pour reprendre la suite, car là, nous avons donc le... Oui, déjà. Nous avons la limite à la fin de son règne. Et vous avez ici une représentation de ce que pouvait être la cité, mais encore un peu plus tard. La cité de Analaming est une citadelle avec... au milieu de la plaine, et c'est cette gravure voilà, que j'aime beaucoup, illustre cette approche citadelle de Analaming telle que vont découvrir plus tard les différents voyageurs. Merci Noël. Si Noël a présenté la cité royale d'Antananarive, créée par Andjana Pulmirn, et qui en est l'initiateur de la citadinité de la ville, parce que Andjana Pulmirn a donc placé les gens selon leur catégorie à différents endroits bien précis, selon cette cosmogonie que Noël a évoquée. Nous savons que lorsque Andjana Pulmirn meurt en 1810, son fils Radama Ier va hériter le trône, et on reconnaît à Radama Ier l'ouverture de son royaume sur le monde avec la signature du traité avec les Anglais, parce que Radama Ier, qui était un grand fervent de ce qu'il appelle donc modernisme, en réalité occidentalisation à l'époque, a décidé de s'approcher plus des Anglais que des Français pour moderniser son royaume. Ce qui est à l'origine de ce traité d'amitié anglo-malgache signé en 1817, mais en même temps aussi la création de son armée qui est le Fluanda, une armée de conquête qu'il va utiliser pour conquérir tous les autres royaumes afin de réaliser sa vision d'unification. Mais qu'est-ce que ce traité de 1817 aussi a apporté? Radama Ier a officialisé la fin de la traite, c'est-à-dire de la vente des esclaves. La fin de la vente des esclaves au temps de Radama Ier n'a pas fait que des mécontents, il y a beaucoup de mécontents, mais sur le plan local, cela a donné place à l'essor de différents marchés. Et si on parle du cas d'Ambatfnak, donc c'est sur ce profil, Ambatfnak, disons-nous, donc au milieu il y a le palais de la reine, peut-être pas encore, mais Radama Ier, donc à partir de ce profil que nous avons là, nous pouvons constater que en dehors du palais de la reine et aussi du palais le palais du Premier ministre qui sera né bien plus tard en 1872, et le site du Rouvre qui est né depuis Andianzak, autour de ces endroits-là, donc à partir jusqu'à Ifidiran que Noël a évoqué, il n'y avait que des terrains vagues que l'on avait appelés Tanboul ou Taneti, il n'y avait rien. Mais Radama Ier, à cause de l'affluence et aussi de l'insuffisance d'espace du marché de Fiadanan, qui n'est pas visible par ici, mais c'est de l'autre côté à l'ouest, c'est Radama Ier qui a décidé de casser les rochers, c'est-à-dire les rochers qui bordaient par le nord. Si on regarde par ici, alors le nord est par ici, et Radama Ier va décider d'ouvrir, c'est-à-dire d'étendre le royaume qui était entouré de fossés et de vavaad. Il va casser le nord, il va casser les rochers du nord pour déplacer le marché qui était dans l'ouest jusqu'à Antanarin que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelait Anzma à l'époque, parce que c'est là que le roi va déplacer le marché. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ambatfnak, qui n'existait pas encore du temps d'Andjana Pulmirn, ce n'était que des terrains vagues. Radama Ier, en cassant en brisant les rochers,
va donner naissance à une rue qui descendra jusque dans la ville moyenne, Antananarivo, qui a donné le nom de Ambatfnak, rocher brisé. Et le nom de Ambatfnak va apparaître désormais sur ou dans les récits concernant la ville d'Antananarivo. Et Ambatfnak, aujourd'hui, pour se repérer rapidement, j'imagine que tout le monde voit un doual, n'est-ce pas? Tout le monde voit un doual, et un doual a deux sorties. Un doual a une sortie par l'est qui est là, en contrebas du musée de la photographie, tout le monde voit ça aussi, n'est-ce pas? Et il y a une autre sortie qui est une grande pente qui va passer par l'imprimerie de la LMS. Il y a la rue des Canons. Si on prend un bout de la doual, il y a l'église catholique. Est-ce que tout le monde voit l'église catholique, la cathédrale? Et on continue par cette route-là, où il y a un parapet qui borde la rue, avec de vieux ficus dans la falaise. C'est ce quartier-là qui s'appelle Ambatmiangara. Ambatmiangara, c'est ce que Noël a évoqué tout à l'heure, qui est cette falaise qui a naturellement limité la face ouest de la cité royale. Et si vous continuez encore, il y a, juste en face du parapet, si vous regardez à droite, il y a une école qui s'appelle l'École des Frères des écoles chrétiennes. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça, c'est la façade d'Ambatmiangara encore. Et si vous continuez vers la droite, la rue commence à descendre. Et il y a comme une sorte une falaise. Il y a un grand mur de soutènement à droite. Et à gauche, vous avez l'imprimerie, qui est l'imprimerie protestante, qui est l'ancienne imprimerie de la LMS. Et à cet endroit exactement se trouvait le Vavaad. C'était le portail nord de la cité royale du temps de Anjanapunmirna et de Radama Ier également. L'endroit s'appelait Fidiran. Et c'était là l'entrée. Et c'est à partir de là que Radama Ier a cassé les rochers et qui donne le quartier d'Ambatfnak que nous connaissons tous, car Ambatfnak commence à partir du contrebas de l'imprimerie de la Mission jusqu'au grand carrefour. Est-ce que tout le monde voit ce que je veux dire? Il y a une grande pente et il y a le temple protestant d'Ambatfnak et il y a le grand urban hôtel, etc. Et ce carrefour-là, Noël va en parler tout à l'heure, c'est le carrefour d'Antsapanmaaz. Il y a très peu de gens qui connaissent, les gens disent Ambatfnak, 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 mais Ambatfnak il s'appelle encore Antsapanmaaz. C'est le carrefour d'Antsapanmaaz et c'est ça Ambatfnak. Depuis l'imprimerie de la LMS, donc d'Ambatmiangara, jusqu'à Antsapanmaaz, c'est juste ce tronçon-là qui constitue Ambatfnak. Et Ambatfnak s'est développé sur les deux côtés de la chaussée parce que Radama Ier a cassé les rochers pour donner naissance à cette rue qui descend et les gens vont commencer à venir et habiter les deux côtés de cette rue et c'est ça Ambatfnak. Ambatfnak est donc littéralement une fracture géographique qui va devenir un quartier et une zone habitée. Voilà ce qu'il en est de la question géographique. Et j'ai expliqué pourquoi Radama Ier a cassé cette zone-là. C'est pour permettre un accès qui va descendre encore plus et qui va aboutir jusqu'à Antananarivo. Est-ce que tout le monde voit Antananarivo? Quel Antananarivien ne connaît pas Antananarivo? Mais en réalité, Radama Ier a imposé la vocation commerciale d'Ambatfnak. Parce que le marché, vous le savez, avant, c'était il y a très longtemps, du temps d'Andremas Naval, était un Satsrou déplacé à Doual, et puis ensuite à Fiadana, à part Anjanapunmirn, et Radama Ier va décider du nouvel emplacement du marché du Zouma à Antananarivo. C'est donc une extension de la ville, mais c'est aussi l'octroi d'une vocation commerciale d'une partie de la ville, et tout cela suite à une décision politique qui est
de très loin la vision d'unification, mais il y a aussi l'abolition de la traite et donc développement des marchés locaux et principalement le marché royal qui est à Tannarin. Voilà ce qu'il en est de l'historique du mont Batfnak et de la localisation d'un Batfnak. Et si j'ai parlé d'un Batmiangar tout à l'heure, c'est très important parce qu'un Batmiangar va être à l'origine d'une histoire qui va impacter sur un Batfnak et je laisse Noël continuer. Je vais compléter, je vais compléter un peu sur la période de Radam. Donc Radam a les faveurs des Anglais et du coup développe sa population, développe la colline, son royaume connaît une effervescence économique et une pression simplement démographique l'oblige à agrandir son royaume. Juste, je vais revenir, Hélène, si tu permets, sur cette carte, donc qui est très très belle. Je vais laisser Hélène te donner les dates et les conditions de cette carte, mais ce serait une représentation faite par James Cameron, reproduite par Ellis. Et cette carte est très intéressante parce qu'elle montre la perception de l'organisation de cette cité, enfin de cette ville désormais, qu'on voit déjà très dense. Et vous pouvez deviner donc au milieu le palais de la Reine, ce grand carré un peu vide. Ça, c'est le palais de la Reine. Et tout autour, tous ces petits points noirs sont les représentations symboliques. C'est absolument pas un plan réel, mais des représentations symboliques d'une densité habitée. Qui montre que la ville est vraiment étendue désormais et on n'est plus dans les limites définies par Indiana Pounmirn. Du temps de Radam, on va combler les fossés, on va ouvrir les portes et surtout avec l'arrivée des Anglais, il y a aussi l'arrivée de bâtisseurs avec la LMS qui sont des ferronniers, des charpentiers, etc., et qui vont venir s'installer autour, mais en contrebas du royaume, puisque les étrangers n'avaient pas le droit de citer. Donc ils ont commencé à s'installer au pourtour du royaume en contrebas, et on voit sur cette carte qu'il y a déjà une belle activité justement dans ce contrebas. Et donc d'un point de vue, pour revenir sur le récit urbain et comment on en arrive à un Batuvinac, on comprend que il y a un trait à faire entre ce monde, cette population autour des pouvoirs symboliques politiques et cette population du contrebas qui est dans la production économique et dans le progrès. Donc sur ce plan, en zoomant un peu plus, vous pouvez voir la limite d'Indiana Pounmirn. Voilà, là, donc c'est le noir qu'on voit ici en dessous d'un doigt, c'est la route des canons. Ben tiens. Donc c'est le palais de la Reine. Et puis après nous avons les falaises qui sont là, en noir. Et ici en fait, le parade ici c'est Mamas. Et nous voyons des noms de missionnaires ici, Chicks. Et ici, nous avons Jones. Et ensuite, voilà, et nous avons la maison de Freeman. Donc, ouais. Et au numéro voilà. 3, vous voyez Repository. Donc, ce sont... c'est le Ifidir, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Imarivlanch. C'est là. Voilà. Et on a un hameau là qu'on ne définit pas, mais qui visiblement est un bâtiment important qui est dessiné ici. Et encore une fois, c'est pas une représentation exacte, mais une forme de représentation graphique et symbolique. Et donc cette espèce de vide, c'est ce qui va constituer plus tard un Batuvinac. Et un Batuvinac, on le voit, est déjà très très dense avec énormément d'activités. Et donc cette fameuse route d'un Batuvinac de Radam, c'est ce qui va relier ici à ici. Donc on reprend sur un Batoumiangar. Donc là, je remonte un peu dans le temps parce qu'on a un peu avancé. Encore une fois, du temps de Indiana Pounmirn, quand il a installé ses généraux et qu'il a installé les Mandavat au nord-ouest, il a également octroyé à son neveu, Ramound, ces territoires d'un Batoumiangar.
qu'il a laissé à sa fille et ensuite à Ramons. Pourquoi on révèle ici Ramons et pourquoi c'est important dans l'histoire d'Ambatovinak? En fait, Ramons est donc un neveu d'Andjana Pudmir, donc c'est un prince. Et à l'arrivée de la LMS, c'est lui qui va les accueillir et qui va les aider finalement à s'installer. Et ce sont ces territoires qui vont accueillir la première imprimerie. Et il va beaucoup échanger avec la LMS. Du coup, cette partie du territoire devient en quelque sorte le fief de cette époque et de ce développement du christianisme. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que Ramons est un prince directement relié à Andjana Pudmir, mais entre-temps, au trépas de Radam, c'est Ranavalna Ier qui prend le royaume et qui, du coup, reprend le pouvoir avec une alliance ouve. Et Ramons, du coup, est installé sur ces territoires à l'extrémité du royaume, avec maintenant des nouveaux territoires qui sont encore vierges, mais qui du coup vont se repeupler rapidement avec des activités économiques, comme ce qu'on connaît, c'est un processus d'urbanisation classique et qu'on connaît encore aujourd'hui. Vous tracez une route, les activités se mettent au pourtour de la route. Et à cette période, si les bâtis devaient respecter les orientations traditionnelles, c'est-à-dire s'orienter au nord-ouest, etc., à partir du moment où on commence à voir ce tracé franc, avec une volonté politique forte, les bâtis, les activités qui se mettent autour de la route vont se renforcer et petit à petit, ce bâti va se mettre le long de la route et s'organiser autour des artères qui facilitent les flux et les échanges. Comme Ramons est très proche de la LMS, fervent chrétien, il nomme alors un Batumiangar Imarivulant, pour dire plus près du ciel. Sachant que sur le palais, et là c'est une théorie personnelle, dans le palais, dans l'organisation du palais d'Andjana Pudmir, la pointe nord-ouest, il y avait une case qui s'appelait déjà Imarivulant. C'est la toponymie dictée par la géographie du site. Il y avait dans cette enceinte une case au nord-ouest Imarivulant, et quand Ramons s'installe durablement sur un Batumiangar, il va à son tour aussi nommer cet endroit Imarivulant, mais là il faudra relire une connotation chrétienne de ce rapprochement céleste et de se rapprocher de la parole de Dieu. Les intrigues de pouvoir liées à l'ascension de Ranavalna Ier, la reine, si je répète les mots du guide du palais de la reine à l'époque, la reine méchante et sanguinaire qui a persécuté les chrétiens, Ramons maintient des cultes secrets chez lui, et il accueille ainsi des pasteurs, et il y a des prêches secrètes qui s'organisent. Et là, on comprend un début de contestation de la prise de pouvoir de Ranavalna Ier, avec une population qui est éduquée par la LMS, qui commence à écrire, qui commence à apprendre à lire, et qui petit à petit, va commencer à matérialiser une défiance aux traditions, et qui va fragiliser, qui va mettre sur la défensive justement la reine sur son pouvoir symbolique. Et là, on connaît l'histoire de la persécution chrétienne, des martyrs chrétiens, dont la plus célèbre qu'on retient est Ras Salam. Les martyrs étaient, avant d'être tués, étaient emprisonnés à Mbatunakang et acheminés ensuite acheminés ensuite sur la falaise. D'ailleurs, c'est écrit Rock over which criminals are thrown.
Et donc, il traversait un Batu-Vinac pour aller se jeter du haut de la falaise. Et donc, un Batu-Vinac, à partir de là, est également une sorte de chemin de croix des martyrs chrétiens. Et d'ailleurs, Ela Kelacham porte administrativement le nom de la Latsar Rasalam. C'est le chemin piéton qui longe en belvédère depuis Atsapan Mahaj sur le flanc ouest et puis remonte ensuite sur Ifidirn pour remonter jusqu'à Mbouipouls. Donc nous avons appris que le mot Imarivlanch n'a pas le même sens parce que effectivement à Anatrouve du temps d'Andianapoulmirna déjà il y avait une case royale qui s'appelait Imarivlanch parce que c'était du point de vue géographique, c'était sur un site élevé et c'est par son altitude que le roi l'appelait Imarivlanch. Plus tard, le mot Imarivlanch apparaît et c'est ce que nous retenons jusqu'à aujourd'hui. Imarivlanch, c'est là où nous savons, là où il y a l'imprimerie de la LMS et Noué l'a évoqué, l'histoire et l'origine du mot Imarivlanch. Donc, si nous entendons dire Fidiran, du temps de Ndjenapunmirn, c'est le même endroit, et Imarivlanch, c'est le même endroit, et par différentes situations et contextes qui ont défini ces différentes appellations. Maintenant, je vais continuer par ce quartier d'Ambatfnak. Ici, nous avons une photographie. Merci beaucoup à Nicolas Martin pour cette belle photo. Qu'il a coloriée en plus, c'est très artistique, elle est très jolie vraiment. Oui, j'imagine bien qu'il est là. Alors, cette représentation, nous avons ici, si nous regardons de gauche à droite, donc ici, nous avons ici Imarivlanch. Nous avons ici Imarivlanch et tout ça, c'est l'ensemble des terres de Ramound occupées par la LMS et nous sommes au 19e siècle. Cette photo n'est pas contemporaine, hein, c'est une vieille photo. Et à partir de là, nous avons le sentier que nous voyons encore de nos jours. Et ensuite, nous allons traverser par là. Tout ça, c'est à Ambatfnak. Et nous avons le temple luthérien, qui est le plus grand monument d'Ambatfnak, construit entre 1873 et 1875. Et toute cette rue qui sera bordée par beaucoup de choses. Alors, maintenant, je vous invite à vous représenter Ambatfnak, car Ambatfnak, ça c'est une vieille photo de la deuxième moitié du 19e siècle qui représente le sentier d'Ambatfnak. Et nous avons un petit promontoire qui est de la LMS. Sur la droite, nous avons une petite terrasse avec des personnes au-dessus. Ça, c'est la vue depuis la terrasse de la LMS et on descend. Et nous avons ces constructions qui n'avaient pas existé au temps d'Andjenapoulmirn et même du temps de Radam, c'était des maisons modestes au début. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ambatfnak n'a jamais abrité ces belles maisons Tchankutna de la cité royale. Mais ce sont des maisons en terre, sinon des maisons en adobe, ou encore des maisons à pétane, c'est-à-dire des blocs de terre. Et même, c'est le temple qui va être parmi les premières constructions en briques dans le quartier d'Ambatfnak. Ensuite, nous avons, après tout cela, il y a eu, à partir de la période coloniale, l'officialisation des réquisitions. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation foncière et les gens doivent procéder à une demande d'immatriculation auprès des services fonciers pour être propriétaires, même si ce sont des terres qui appartenaient déjà à leurs ancêtres. La réquisition était obligatoire au temps de la colonisation. Et d'ailleurs, le bureau de la mairie qui est né, c'est en 1897 qu'est née la mairie de Tananarive-Ville, qui était en Batmiangar. Là où nous voyons aujourd'hui la villa Tafunj, dont l'immatriculation a toujours été Tafunj depuis le 19e siècle.
mais c'était une maison Kouten à l'époque. Comment repérer cela? À partir de la cathédrale, vers la rue descendante, sur notre droite, vous avez l'école des frères des écoles chrétiennes, et juste après, vous avez une villa aujourd'hui avec des militaires à côté de la palissade. Cet endroit-là, c'était la mairie de Tananarive-Ville en 1897, et cet endroit avait comme titre, depuis sa première réquisition, sa première immatriculation au 19e, c'était la Villa Tafond, et ça s'appelle toujours ainsi jusqu'à nos jours. Et après cela, si on continue encore, peut-être le marché, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il y avait un marché à Batfnac. Alors, après l'imprimerie de la LMS, si nous continuons, et sur la gauche, il y a comme un petit espace pavé aujourd'hui. C'était là le marché d'Ambatfnac, et c'était un vrai marché comme ce que nous pouvons voir sur ce cliché. C'était une vraie structure de marché, et les gens fréquentaient Ambatfnac, et c'était le marché d'Ambatfnac. Et au-dessus d'Ambatfnac, aujourd'hui, nous pouvons encore voir, est-ce que vous voyez l'escalier sur la gauche? Oui, c'est avec le monsieur. À cet escalier-là menait sur un petit plateau sommital où il y avait le commissariat de police, et il y avait aussi poste et télégraphie. Aujourd'hui, il y a le projet de la 13e colline qui est là. Pour vous dire qu'Ambatfnac, c'était un vrai quartier très animé pendant la période coloniale, car si j'énumère les bâtiments majeurs qui bordaient cette rue d'Ambatfnac, il y avait un tribunal à Batfnac, il y avait le bureau de la mairie à Batmengar, bien sûr, il y avait une banque à Batfnac, l'Oriental Bank était à Batfnac. À Batfnac se trouvait également l'hôpital et maternité du docteur Charles Ranève, un nom très connu à Tananarive parce que le docteur Charles Ranève, c'est celui qui a fait ses études en France, qui avait accompagné Ranavala III, et qui servait d'interprète à Ranavala III et est rentré à Madagascar. Il était le président de l'association des Malgaches, les citoyens français d'origine malgache, et ce nom-là était une grande figure donc de l'histoire médicale à Madagascar. Et des faits aussi qui avaient marqué Ambatfnac, c'était le 27 juin 1925, il y avait la colonne des autochenilles de Citroën qui était dans la Croisière Noire. La Croisière Noire, c'est une expédition que Citroën a organisée pour traverser l'empire colonial d'Afrique, pour démontrer la robustesse et aussi la fiabilité de ces véhicules de Citroën. Et la Croisière Noire a achevé son parcours à Antananarive, et Jean Becbédé, qui habitait à Batfnac, a bien décrit la scène. Il a dit: on avait fermé la rue d'Ambatfnac et les autochenilles de Citroën remontaient la côte d'Antsapanmaans pour remonter à Ambatfnac jusqu'au palais de la Reine et ensuite descendre jusqu'à Mamassen. Et c'était une démonstration de force de Citroën. Ce ne sont que des petites anecdotes, mais ce sont des anecdotes qui ont marqué ce quartier que l'on ne connaît pas vraiment. Et merci Noël pour ça. Et donc là, nous avons le marché, l'escalier qui mène jusqu'au commissariat et au bureau de poste et télégraphie de l'époque. Aujourd'hui, à la place de ce marché, nous avons la cité des fonctionnaires à Batfnac. Et juste en face, deux maisons qui nous sont très importantes parce que ce sont les maisons, la propriété de la famille Ramilzon. Ramilzon, et ça m'emmène vers ma deuxième partie. Ramilzon, c'est le photographe qui a marqué Antananarive des années 20 jusqu'aux années 40. Mais Ramilzon n'était pas le seul photographe parce que sur cette même rue, au Jet du Fraisse, à l'époque, il y avait aussi des photographes qui s'appellent Ratimamang, qui avait présenté une série de photographies qui représentaient la colonie de Madagascar lors de l'exposition coloniale de Hanoï en 1901. Et ensuite,
Si on descend encore, là, je pense que tout le monde se retrouve en Batfnac maintenant, tout le monde se reconnaît cette rue et tout le monde arrive à se retrouver un petit peu. Et nous avons donc la construction, il y a un chantier avec quelques échafaudages et aussi des charpentes, c'est le théâtre d'Ambatfnac que personne d'entre nous n'a vu en tout cas parce qu'on l'avait détruite il y a très 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 longtemps. Le théâtre municipal a été construit en 1899 pour répondre à un besoin social des métropolitains, donc des Français qui étaient venus à Madagascar principalement. Mais l'intérêt du théâtre, c'est que les Malgaches se sont appropriés de ce théâtre qui va devenir un foyer d'effervescence artistique, parce que ce théâtre qui est là était bordé par des maisons de poètes, d'écrivains et de comédiens qui avaient fréquenté ce théâtre, qui avaient animé ce théâtre. Ce théâtre, certes, avait fonctionné de manière sporadique en ce qui concerne les projections de films. Oui, il y avait des projections de films à l'époque pour les grandes cérémonies officielles des vins d'honneur des gouverneurs généraux, mais ce théâtre était utilisé par les Malgaches pour exprimer en réalité un éveil nationaliste, parce que ce qui était de plus dangereux pour les colonisateurs à l'époque, c'était les artistes et les écrivains qui étaient sous le titre d'un mouvement littéraire qui s'appelle le Mtadenveer, en réalité étaient en quête et aussi de désir de restauration de cette identité malgache à travers les écrits, la poésie principalement, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais pour dire qu'Ambatfnac était un réel foyer, foyer d'éveil au nationalisme. Noël va tout à l'heure parler du Chamzouzour, qui est un mouvement, qui était un événement, on va dire un fait religieux, mais profondément politique, qui est né à Tsapanmaas, pas loin d'Ambatfnac. Il y a eu ce théâtre donc, et beaucoup d'archives. Et Rabbi Hervé lui-même, qui a fréquenté cette école, a signifié qu'à côté du temple luthérien, il y avait une école qui s'appelait École Flacourt. De nos jours, si nous allons à Antsaound, du côté d'Ambavadantaf, il y a une EPP qui est écrite, sur laquelle est écrit École Flacourt, mais en réalité, École Flacourt était une petite école à côté du temple luthérien et où Rabbi Hervé a fait ses études quand il était encore jeune. Et à côté de ça aussi, juste avant d'arriver au théâtre, il y avait une maison, aujourd'hui c'est un centre de santé, c'est la maison de Jean Becbédé, qui était un Français ayant initié le scoutisme en Madagascar parce qu'il était à la tête du foyer des jeunes gens, et sa maison était un premier centre culturel à Ambatfnac également, et c'était un lieu très animé où venaient des jeunes de différentes catégories sociales et de différentes origines. Et c'est également en Batfnac, du côté de la maison de Ramilzon cette fois-ci, où il y avait des foyers d'activité du mouvement de la société secrète Vivat Sakelik. Et d'ailleurs, Ramilzon lui-même a reconnu pendant le procès du VVS, il a reconnu qu'il a accueilli les réunions du VVS chez lui, et il était lui-même une figure majeure qui était à la tête de cette société secrète qui s'appelle Vivat Sakilka et qui était ensuite démantelée en 1916. Voilà en gros ce que je peux dire concernant les principales activités. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de noms de gens sortent d'Ambatfnac, différents médecins, des écrivains, des poètes, mais voilà ce que je peux dire en résumé pour dire qu'Ambatfnac c'était un lieu vivant. Et c'était un lieu qui avait des tendances bien marquées sur le plan politique, sur le plan artistique. Et Madame Renevson, qui est là, qui connaît très bien la vie culturelle dans la colonie de Madagascar, en sait quelque chose également d'Ambatfnac. Je suis sûre que c'est dans ses lignes aussi, dans ses ouvrages. Maintenant, je vais passer la parole à Noël, peut-être pour conclure. Hein. Alors pour conclure, je vais revenir sur le récit urbain.
Donc, pouvez-vous imaginer que donc, cette rue d'Ambatuna, que personne aujourd'hui ne sait situer, c'était la grande rue de Tananarive. Quand on dit la grande rue, c'était le lieu de toutes les polarités, donc les commerces, les bijouteries, les tailleurs, etc. Et plus tard, avec la formation et aussi les premiers retours des Malgaches qui ont été envoyés en France s'instruire, etc., l'éveil intellectuel et surtout le désir de revenir, de revendiquer une malgachisation, puisqu'ils étaient formés à écrire en français et désiraient retrouver une intimité malgache et surtout retrouver des racines. Et Ambatouinak, du coup, a été le foyer en fait, de ce désir d'éveil intellectuel. Ce qui a soldé cette ambiance folle, c'est finalement l'arrivée des Français et la colonisation qui a décidé, avec beaucoup d'élan, d'investir énormément dans la colonie et d'établir un Tanaré, les nouveaux quartiers administratifs avec des bâtiments assez somptueux. Il a déplacé il a déplacé les banques, ils ont déplacé la poste, ils ont déplacé tous les grands centres administratifs. Et ces nouveaux espaces, ces nouveaux territoires ont vidé cet axe, puisque finalement ce n'est qu'une grande route, un grand axe, ont vidé le quartier d'Ambatouinak de son utilité. Restent donc les intellectuels désormais, et malheureusement cette histoire d'éveil national n'est pas souvent relatée et voilà, une des motivations d'animer cette conférence sur Ambatouinak, c'était aussi de rappeler ça, qu'il y a eu cette espèce de Saint-Germain-des-Prés d'Antananarive et qu'Ambatouinak en était le foyer. La disparition du théâtre. Et alors la disparition du théâtre, alors on a beaucoup de théories sur la disparition du théâtre. Alors il y a celles qui disent que comme les Malgaches se sont appropriés la forme artistique à travers, par exemple, le bagasse, à travers les opérettes, et commencé à signifier des contestations et des pensées rebelles à travers les poèmes et les pièces, la colonie française aurait commencé à voir ça d'un mauvais œil et aurait décidé d'arrêter d'investir sur le théâtre. Il y a eu un cyclone qui aurait affaissé un des coins du bâtiment. Et on n'a pas réinvesti pour le reconstruire. On a reconstruit un autre centre culturel, c'est celui d'Issouch, mais qui n'a pas connu cette espèce d'émulation et cette espèce de revendication qu'on connaît du théâtre d'Ambatouinak. Ça, c'est la théorie, donc, c'est d'avoir laissé mourir un endroit qui pouvait être dangereux. Et l'autre théorie, ce serait celle simplement de dire, comme tous les intérêts économiques, administratifs se sont déplacés, la ville s'est déplacée. Si je fais un parallèle avec la ville qu'on connaît aujourd'hui, ce serait l'axe d'Inkourunjan, qu'on appelait à l'époque la route des hydrocarbures. Maintenant, c'est cet axe-là qui est la grande rue de Tananarive. Donc il faut imaginer que cette effervescence, ce bouillonnement d'investissement, etc., que vous voyez à Inkourunjan, c'est ce qui se passait à Ambatouinak à son époque et à la mesure de son époque. Je ne sais pas si on va parler du Tchanzozour du coup, parce que je crois qu'il faut terminer, mais j'ai envie qu'on parle un peu de Racine Janour pour faire plaisir à Nicolas Martin. Alors Racine Janour, à chaque fois Eliane se moque de moi parce que c'est la Richard III malgache pour moi. Racine Janour était prétendante au trône, mais a été évincée de cela par Rana Ravoun, qui a préféré épouser sa cadette, Rana Valna III, dont vous avez l'histoire dans le musée, qu'on vous invite, elle est très belle d'ailleurs. Racine Janour a habité Ambatouinak, voilà, petite anecdote, historia. Elle habitait la maison que nous on nomme aujourd'hui la maison Ratsmib, mais qui est auparavant la maison Anjianal, du nom du docteur Anjianal, qui était un des premiers médecins formés à Édimbourg à l'époque. Voilà, c'est une maison qui a accueilli donc une princesse qui a été exilée aussi avec Rana Valna III, qui est un personnage haut en couleur que
que dans l'histoire rapportée fait énormément de disgrâce. Et je vous invite à vous intéresser à ce personnage haut en couleur. Merci Noël. Racine Rano, elle est présente dans cette exposition. Et c'est ainsi que s'achève notre exposé sur Ambat Fnac et les faits marquants d'Ambat Fnac. Mesdames et messieurs, on vous remercie.